Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis de Chemin Critique, je suis très heureux de vous savoir nombreux chez vous pour suivre cette émission. Je sais que vous avez beaucoup écrit, vous nous demandez parfois d'aller au-delà de nos frontières, d'expliquer aussi à aux Congolais ce qu'ils vivent à partir de loin, parce que l'actualité, ce n'est pas seulement le Congo, l'actualité, c'est aussi ce que le Congo vit à partir de ses frontières. Mais aujourd'hui, on ne peut pas quitter le Congo parce que nous avons un vrai problème, les problèmes de la guerre à l'est du pays. Il y a des savants qui disent que la diplomatie, c'est une façon de continuer la guerre, mais par des moyens pacifiques. Donc, les diplomates, c'est des soldats. Alors, nous allons nous poser une question fondamentale. Est-ce que les pourparlers qui sont en train d'être menés maintenant dans le cadre de l'accord de Luanda ou de Nairobi sont-ils effectivement fondateurs d'une paix durable, ou bien ça peut être un leurre, comme nous l'avons vu dans le passé, quand il s'agissait d'endormir la méfiance d'un pays, alors qu'on est en train de l'attaquer de l'autre côté? C'est une question importante sur laquelle nous allons aborder aujourd'hui. Nous irons aussi un peu très loin, nous allons aborder la question du Sahel. Comme vous le savez, les trois pays sahéliens qui sont en train aujourd'hui de montrer à la France une autre image de l'Afrique, comment le Congo peut se positionner par rapport à ce courant. Et puis, évidemment, au mois de novembre, il y aura des élections aux États-Unis qui de Kamala Harris, qui de Donald Trump va prendre la Maison-Blanche et quelles pourront être les conséquences sur la politique interne du pays. Voilà l'architecture de nos trois grandes questions que nous allons aborder aujourd'hui. Mais qui va parler, qui va répondre aux questions que j'ai? J'ai le plaisir vraiment, alors un vrai plaisir, de recevoir quelqu'un que très peu de gens ne connaissent pas parce qu'il est quand même une figure emblématique de notre vie politique. C'est M. Jean-Marie Elessé Bokokoma. Bonsoir. Bonsoir, M. Willy. Comment vous présenter? Parce que vous êtes quand même un doyen. Nous avons commencé cette presse, vous étiez là, vous nous avez accompagnés tout au début, vous étiez fougueux, tout ça. C'était à l'époque de la nouvelle classe politique, qui était quand même un mouvement de puissance dans une coalition. Mais aujourd'hui, vous êtes là, aguerri, expérimenté, vous connaissez ce pays, en tout cas, vous êtes connu comme un internationaliste, comme quelqu'un qui connaît bien les relations internationales. Mais sur ce plateau, je vous ai invité en votre qualité de président national d'un parti politique, le Rassemblement pour la reconstruction du Congo, un parti qui est membre, évidemment, de l'Union sacrée. Je vous reçois aujourd'hui parce que je voudrais entendre un peu qu'est-ce que vous pensez de la guerre et de la diplomatie. Vous vous rappelez, en 1994, il y a eu le génocide rwandais. Mais quelques jours avant ce génocide, il y avait un accord, l'accord d'Arusha. L'accord que feu président Juvenal Habyarimana avait signé. Et c'est de Arusha qu'il revenait vers Kigali pour mettre en exécution cet accord. Malheureusement, il a rencontré la mort sur son chemin. Aujourd'hui, c'est la route de Luanda, c'est Nairobi. Alors, comme ça, d'entrée de jeu, je voudrais vous demander comment savoir si la diplomatie n'est pas un leurre, si elle n'a aucune influence sur les théâtres des opérations. Comment on peut savoir ça? Je vous en prie. Merci beaucoup, Willy.
Vous savez que aujourd'hui, dans le monde moderne, et il a toujours été ainsi dans la gouvernance des nations, les dirigeants ont toujours ce qu'on appelle deux fers au feu. Ils ont la diplomatie qui est une arme journalière, une arme puissante parce que elle agit sur tous les fronts, elle agit dans le salon, elle agit dans le bureau, elle agit dans la rue, elle agit partout. Mais à un certain moment donné, il faut donner un coup de main à cette diplomatie-là. Alors il y a certains pays qui vont au-delà de la guerre diplomatique pour aller vers une autre guerre. Et les formes de guerre, il y en a plusieurs. Il y a des guerres où deux pays se déclarent en guerre. Il y a des guerres larvées. Il y a des guerres des intérêts cachés. Alors, pour décortiquer un peu ce qui se passe dans notre pays à l'Est, nous devons partir de 5 critères qui définissent une guerre, et surtout la propagande d'une guerre. Il y a d'abord ce qu'on appelle la cache des intérêts. On a des intérêts, mais on veut les cacher. Alors, on provoque la guerre pour essayer d'atteindre et satisfaire ces intérêts-là. Il y a le deuxième critère, on peut cacher ou déformer l'histoire. On cache la vraie histoire ou on la déforme pour atteindre certains objectifs. Et il y a une troisième pour définir ou bien comment expliquer une guerre, c'est que on est là en train de cacher ou de diaboliser l'adversaire. On veut diaboliser un pays ou bien ses dirigeants. On leur fait la guerre, mais on explique cette guerre par la diabolisation. Et il y a aussi une quatrième façon, c'est de monopoliser l'explication d'une guerre. On monopolise et on empêche l'autre de donner son point de vue. Et enfin, il y a ceux qui veulent se présenter comme des humanitaires. C'est-à-dire, on veut défendre un groupe de gens. Oui, on veut et ils disent, voilà, j'interviens là pour des causes humanitaires. Alors, curieusement, de tous ces 5 principes, à l'Est, tout est réuni. Tous les 5 critères sont réunis. D'abord, les intérêts. Nous savons que pour nous, les Congolais, nous sommes en guerre avec le Rwanda, contre le Rwanda. Mais le Rwanda lui dit, il n'est pas en guerre avec nous. Il n'est pas en guerre avec nous. Alors, il essaye de donner des explications. Nous savons, pour la première raison, j'ai parlé des intérêts, le Rwanda vient chez nous pour chercher nos minéraux. Et pour cela, il nous fait la guerre. C'est net. C'est net et clair. La deuxième raison, c'est les réseaux territoriaux. Le Rwanda veut déformer l'histoire en disant, voilà, j'ai les terrains, oui, j'ai le territoire que les Congolais m'ont pris. Je vais récupérer ce territoire-là. Et en troisième lieu, le président Kagame ne cesse de diaboliser le Congo en disant, voilà, le Congo soutient le FDLR, qui sont des groupes rwandais qui menacent
la sécurité du Rwanda. Et en quatrième lieu, et ça regarde l'extérieur du Congo, où pendant 20 ans, Kagame s'est arrangé pour monopoliser la parole sur le plan international, en présentant ses thèses à lui. Et enfin, cinquièmement, il s'est dit les défenseurs de Banyamulenge. Donc, il se pose en humanitaire contre le Congo et il s'est dit non, je viens défendre une minorité qui est dans ce pays-là et qui est en danger. Alors, voilà ce qui se passe à l'Est. Face à cela, les théories stratégiques du monde n'ont qu'une seule solution. C'est quoi? C'est d'identifier l'homme qui veut faire la guerre et de le dénoncer. Mais Kagame a été protégé pendant 20 ans dans cette aventure. Et il y a un homme qui est arrivé et il a dit la solution de terminer l'affaire du Congo, c'est d'identifier l'auteur et de le condamner. Et cet homme, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Voilà la situation qui se passe. Donc, pour l'instant, nous en sommes là. Alors, le président Félix a utilisé, comme je l'ai dit, deux fers au feu. Tout au début de son règne, son premier règne, il a utilisé la diplomatie. Il est allé voir Kagame. Il l'a même traité de frère. C'est qu'on lui reproche pareil aujourd'hui par certains. Oui, par certains. Mais il a fait ce qu'on devait faire. C'est que peut-être, je ne confirme pas, c'est que peut-être Kabila, le président Kabila, a fait pendant 18 ans. Mais le président Félix, lui, n'a pas attendu longtemps. Il a identifié, il a essayé le premier fer, ça n'a pas marché. Et il défend son pays avec le deuxième fer au feu, qui est la guerre. Et c'est pour cela qu'il dit, quel que soit ce que l'adversaire présente comme raison, des raisons internes d'un pays, tout ça c'est des porte-à-faux. Le responsable, c'est M. Kagame, et il doit répondre de ses actes devant la Cour internationale. Voilà la situation qui se passe à l'Est. Alors, en tout cas, merci beaucoup. C'est un éclairage plus que parfait parce que ça donne aux étudiants qui étudient les relations internationales, aux politiques qui font des stratégies, mais surtout sur la population, une certaine idée pour qu'on comprenne qu'à chaque prétexte, qu'à chaque paramètre cité ici, il existe donc des réactions. Alors, évidemment, je me disais que pour mettre fin à cette guerre, semblait-il, la communauté internationale a poussé le président Tshisekedi et le président Kagame d'examiner dans quelle mesure il est possible de mettre en place un accord de paix. Alors, nous allons nous remémorer un peu tout ce qui a été fait dans le cadre de ce conflit et nous allons savoir si, effectivement, cette raison-là, c'est-à-dire cette voie-là, le fer au feu de la diplomatie est une solution, ou bien il faut oublier et continuer la guerre. Et c'est une synthèse de la rédaction de Géopolis que je vous permets, que je vous autorise, que je vous invite, que je vous donne à suivre. Et nous nous retrouvons tout à l'heure. Suivant. Entre le Rwanda et la RDC, c'est l'histoire des accords sur le papier mais qui reste souvent lettre morte dans les faits. Car malgré les accords, sur le terrain des opérations, le Rwanda a continué à appuyer les rebelles, foulant au pied les efforts de paix. Après l'échec dans l'application de l'accord cadre signé à Addis Abeba en 2013, un nouveau cadre avait été instauré, le processus de Nairobi et de Luanda.
Outre les négociations de la capitale kenyane, qui prévoyaient de mettre autour de la table les groupes rebelles et le gouvernement congolais, l'Union africaine avait responsabilisé le président Joao Lourenço pour piloter le processus de Luanda. Après quelques rencontres entre les présidents Tshisekedi et Kagame, la tension sur le terrain a éloigné toute perspective d'accord et les deux chefs d'État se sont chacun enfermés de son côté. Loin de s'avouer vaincu, le médiateur angolais a multiplié des astuces poursuivant des bons offices à travers des réunions des experts et des réunions interministérielles entre les délégations du Rwanda et de la RDC. Ainsi, le 30 juillet 2024, le processus de Luanda avait été relancé. Sans forcément conclure sur la cessation d'hostilité, Kinshasa et Kigali avaient signé un engagement pour un cessez-le-feu. C'est dans ces entrefaites aussi que les États-Unis d'Amérique ont réussi à imposer aux parties prenantes de la guerre en RDC à mettre en place une trêve humanitaire de 2 semaines qui avait été renouvelée encore de 2 semaines début août. Un calme relatif était alors de retour, quoique les rebelles clamaient ne pas être automatiquement liés aux engagements de Luanda entre la RDC et le Rwanda. Les différents communiqués à l'issue des réunions n'ont d'ailleurs jamais mentionné le M23. Les rebelles, pour faire pression, ont quelquefois lancé des attaques avant de poser les armes à nouveau. Entre le mois de septembre et celui d'octobre 2024, le processus s'est accéléré jusqu'à faire naître un espoir de paix. Le 12 octobre, la RDC et le Rwanda ont signé un plan harmonisé pour la paix. C'est un programme que les deux parties ont convenu pour, d'abord, la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces et levée des mesures défensives de l'armée rwandaise au Congo. Les ministres du Rwanda et de la RDC, sous la médiation de l'Angola, ont validé les activités et les responsabilités contenues dans le plan harmonisé. Ainsi, le facilitateur devrait mettre en place un projet de concept des opérations avant le 26 octobre 2024. Kigali et Kinshasa se sont engagés à envoyer leurs officiers respectifs pour intégrer le mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Cette nouvelle structure sera lancée officiellement à Goma en RDC au plus tard le 5 novembre 2024, selon le communiqué de la réunion ministérielle du 12 octobre tenue à Luanda. Voilà, vous venez de suivre là la succession des accords. Nous commençons par l'accord d'Addis Abeba depuis 2013. Nous sommes à Luanda. On a l'impression que sur le plan diplomatique, on fait du surplace. Quelle est la force de la diplomatie dans le cas actuel pour infléchir sur les opérations sur terrain, M. Jean-Marie Ellis? Vous savez, pour essayer de trouver une réponse à cette question, il faut partir des causes même qui poussent M. Kagame à faire cette guerre à la RDC. Vous savez, l'histoire nous montre que géographiquement, on ne peut pas changer sa position. Le Rwanda ne sera jamais loin de la portée de la RDC, comme la RDC ne sera jamais loin de la portée du Rwanda. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que d'un côté, vous avez un tout petit pays qui s'appelle le Rwanda et qui est face à une surpopulation. Et de l'autre côté, vous avez un vaste pays qui est la RDC, mais qui est pacifique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous avez le Rwanda. Non seulement il est petit, mais il n'a aucune ressource pour survivre. Et vous avez en face la RDC, qui est très grand et qui a d'énormes ressources dans son sous-sol. Alors, il y a le régime Kagame qui arrive à un moment où l'histoire du monde bascule. Ne l'oublions pas, en 1989, il y a eu le fondement du mur de Berlin, et jusque-là, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le pays avait fonctionné dans une forme de bipolarité idéologique où l'URSS avait un camp
Et les États-Unis, avec ses alliés, avaient un autre camp. Et ici en Afrique, le Congo était le bastion du camp occidental, avec un homme qui était là, qui protégeait les intérêts des Occidentaux, et il s'appelait le maréchal Mobutu. Nous sommes en 1989, le mur de Berlin tombe, et l'Occident signifie au président Mobutu la fin de son rôle. Nous entrons dans la décennie 90, 90, et partout en Afrique s'ouvrent les conférences nationales où il y a basculement de principe de gouvernance. Et d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pendant ces périodes-là que nous surgissons. Nous entrions en politique et nous étions confrontés à ce nouveau dilemme où notre pays n'était plus le gendarme de l'Occident et notre pays de l'intérieur, il n'était pas non plus doté des atouts qu'il avait donnés à l'Occident, c'est-à-dire sa richesse du sous-sol. Donc le régime du président Mobutu a basculé et de l'extérieur et de l'intérieur. Et c'est à ce moment-là, malheureusement pour notre pays, que survienne ce qu'on appelle la malédiction de la richesse. On découvre une nouvelle matière première qui fait fureur à travers les jeux des enfants. Le jeu Nintendo, qui a commencé à faire fureur vers les années 90, et on découvre qu'à l'intérieur du jeu Nintendo, il y a un produit qui s'appelle le coltan et qui permet la mobilité de tout ce qui était énergie dans ces jeux-là. On essaye de savoir d'où provient ce minerai et ça tombe une fois de plus, comme ce fut le cas du caoutchouc au 19e siècle et de l'uranium, ça tombe sur le Congo où 80% de coltan se trouve au Congo et où à l'Est. Et c'est ici qu'intervient un élément que beaucoup de gens ne mettent pas souvent en exergue. Et d'ailleurs, nous en parlerons plus loin parce que j'ai vu dans les répertoires que nous allons parler des États-Unis. C'est à partir de ce moment-là que les États-Unis se posent des questions. Ils se disent, voilà, nous avons déjà signifié au président Mobutu la fin de son mandat, de son rôle. Mais maintenant, nous avons besoin de ce produit-là. Et le président Mobutu que nous avons formé, ce n'est pas quelqu'un qui va revenir en arrière pour renégocier un contrat avec nous. Il faut dans ces cas-là l'évacuer et trouver quelqu'un qui pourra jouer ce rôle-là pour nous. Et c'est à ce moment-là que surgit M. Kagame qui, avec son parti, je ne sais pas son groupement, comment ça s'appelait encore à l'époque, je ne me souviens pas. L'APR. Je ne sais plus si c'était l'APR, en tout cas, ils ont tranché, et c'est là où vous avez parlé des accords d'Arusha. Et ils ont utilisé cet accord-là pour endormir le président Habyarimana, pour en faire l'assassiner. Et vous n'oubliez pas que dans l'avion où est mort le président Habyarimana, devait aussi se trouver le président Mobutu. Donc, ils voulaient faire d'une pierre trois coups. Donc, éliminer le président rwandais, éliminer le président Mobutu et éliminer le président burundais, qui est d'ailleurs mort dans l'avion. Qui est d'ailleurs mort aussi dans l'avion. Mais le président Mobutu avait été informé, peut-être pas de ce qui allait se passer, mais on l'a informé qu'il y avait une certaine dangerosité d'assister à cette réunion-là et il n'est pas parti. Ou bien c'était un coup de chance, je n'en sais rien. Alors, quand il y a eu cet événement, vous vous souviendrez que très peu de temps après, quand
Kagame est arrivé au pouvoir cette fois-ci comme adjoint du président Bizimungu, toujours dans la malice, sortira le terme de l'AFDEL. Et c'est là où entrera la machine politique d'évacuer le président Mobutu pour faire main basse sur les ressources du Congo. Et vous vous souviendrez que dès que le président Kabila avait atteint la ville de Lubumbashi, qui sont arrivés les premiers? C'était les Américains. Les Américains. Les Américains. Oui, alors, on se rappelle, ils sont venus pour signer déjà directement un contrat, voilà, sur les ressources de ce côté-là. Alors, ce que l'histoire peut-être ne connaît pas encore, c'est à ce moment-là que, dans la conférence nationale, les Américains ont commencé à chercher des alliés. Et la nouvelle classe politique que nous représentions avait été contactée. Mais nous avons dit que le pays avait été utilisé pendant 3 décennies sans résultat apparent pour son développement, et nous ne pouvions plus entrer dans ce jeu-là. Et le président Mobutu a entamé à ce moment-là une renégociation avec la jeunesse zaïroise pour essayer de l'accompagner. Et c'est de là où il y a eu 2 phrases du président Mobutu. La première phrase, il a dit ceci: il n'est pas facile d'être le Zaïre. Cela veut dire quoi? Il connaissait déjà ce problème de coltan. Et il connaissait la difficulté que le pays allait avoir avec ce problème de coltan. Et il y a eu la deuxième phrase: je gouverne par défi. Donc c'est pour dire aux Américains, vous ne voulez plus de moi, mais je resterai là avec la nouvelle génération qui m'appuiera pour gouverner. Alors c'est à ce moment-là que les États-Unis ont pris la route de Kigali pour trouver un nouveau gendarme qui s'appelle Kagame et qui a mis en chantier leur programme que nous vivons jusqu'aujourd'hui. C'est pour vous dire que tout ce qui passe là dans le processus de paix ne servirait à rien si nous ne résolvons pas ces 2 équations. Les problèmes que le Rwanda doit accepter, que sa géographie, elle restera telle qu'elle est là. Parce que il y a des textes, d'ailleurs dans la création de l'Union africaine, qui dit que nous ne toucherons pas aux frontières héritées de la décolonisation. Et de 2, il y a l'intangibilité des frontières que les textes internationaux empêchent aux États d'y aller. Mais ça n'empêche pas le pays de continuer à se défendre, parce que quel que soit le pourparlers qu'on fait, nous devons toujours nous attendre à ce que nous n'ayons pas une économie de guerre avec le Rwanda. En tout cas, c'est très bien dit, et d'ailleurs vous évoquez la question de 94 et celle de 95, 96, 97. Vous avez été avec d'autres que je cite au passage pour mémoire. Vous étiez avec Thio Moufonkol, vous étiez avec Dieudonné Kalombo, vous étiez avec Centré, c'est pas si j'ai oublié son nom. Lupumba, voilà, c'était Lupumba. En tout cas, je crois, des heureuses mémoires. Hein. Et vous étiez aussi avec Djema, parce qu'il était un peu le pont d'affiche pour ce combat-là de la jeunesse. Exact. Nous pouvons donc comprendre. Donc, si je vous résume sur cette question, c'est que la diplomatie, ça peut changer les choses, mais nous devons aussi éviter d'avoir une économie de guerre avec le Rwanda. Absolument. Donc, il faut absolument négocier et arriver à un consensus qui corresponde aux intérêts du Congo et du Rwanda. Oui, le problème c'est quoi? Il faudra que M. Kagame prenne conscience que jamais il n'aura la puissance d'envahir le Congo. Et qu'il prenne aussi conscience que les Congolais ne lui laisseront pas une partie du Kivu qu'il compte occuper. Parce qu'il a une sorte d'obsession.
c'est-à-dire d'élargir le territoire rwandais et de défendre les minorités rwandaises qui sont à l'extérieur de son pays. Alors ici, vous savez, la communauté internationale qui soutient M. Paul Kagame, qui le soutenait, parce qu'il ne le soutient pas toujours. Aujourd'hui, le président Félix a fait très grand chemin dans le soutien du président Kagame sur le plan international, et M. Kagame est en train de vaciller sur le plan international, et aujourd'hui, il en est dans la politique du chimpanzé qui s'énerve et casse tout. Alors, c'est à partir de ce moment-là que l'Occident doit se mettre en tête une chose. Ce que M. Kagame fait aujourd'hui, c'est ce qu'Hitler avait fait vers les années 39, où, pour envahir l'Autriche, il avait prétendu aller défendre les minorités allemandes qui étaient en Autriche. Oui. Pour envahir la Hongrie, il allait défendre la minorité allemande qui était en Hongrois, alors qu'il avait d'autres intentions. Et l'Occident connaît ça. Et ils doivent savoir que le président Kagame utilise la même méthode. Et ici aussi, j'ai fait appel à l'honnêteté de la Belgique. La Belgique a été le pays colonisateur du Congo. Et nous savons que l'histoire du Congo, sur le plan territorial, a commencé en 1885 avec les tracés de la conférence de Berlin. Que la Belgique se prononce. Est-ce qu'en 1985, y avait-il une tribu Banyamulenge rwandaise au Congo? La réponse est non. Il y a eu ce qu'on appelle un transfert de la main-d'œuvre. Quand on a découvert le cuivre au Katanga, à l'Est, on est allé chercher de la main-d'œuvre au Rwanda, au Burundi, en Ouganda et même en Tanzanie. Et cette migration a continué après la Première Guerre mondiale, quand l'Allemagne a perdu ses colonies, qui étaient le Rwanda, qui était le Burundi. Quand l'Allemagne a perdu ses colonies et qu'on a donné ses colonies à la Belgique, le tracé des frontières était devenu perméable. Parce que c'était le même pouvoir. C'était le même pouvoir colonial, et c'est comme ça qu'il y a eu l'arrivée massive des Rwandais dans notre pays. On parlait de Congo belge, Rwanda, Urundi. Mais ça ne fait pas... le même pays, en fait. C'était le même pays, mais ça ne fait pas de ces Rwandais-là les Congolais. On va vous accuser de négationnistes. Hein? Non. Mais c'est l'histoire. C'est l'histoire. Et la Belgique doit se prononcer. Parce que pour nous, font partie des peuples du Congo, les peuples qui étaient là quand on a tracé les frontières en 1885. Alors, évidemment, c'est un sujet très important, mais je suis avec vous aussi pour aborder deux autres sujets, parce que vous êtes un homme rare. Quand on vous a comme ça, on cherche les clés. Ce sont les clés de compréhension des... on a remarqué quand même une autre situation, c'est un peu avec la France, parce que la France, c'est quand même un pays... la France a joué un très grand rôle dans notre pays, dans le cadre de tous ces conflits, parce qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la France qui est un peu notre rewriter. Donc, ce sont les Français, ou sinon la diplomatie française, qui a présenté, comme le Congo n'est pas membre du Conseil de sécurité, donc le Congo passe par la France pour faire passer toutes ces résolutions. Donc la France est un pays attaché un peu au Congo, mais nous avons remarqué quand même que la France subit une mutation dans ses rapports avec l'Afrique. Et cette imitation s'est accentuée par pratiquement la fin de la coopération avec les 3 pays du Sahel. Alors, évidemment, comment vous évaluez ce que je peux appeler l'échec stratégique de la France? Comment vous évaluez cela? Oui, nous devons comprendre une chose. La colonisation française
a été très très différente de la colonisation belge et de la colonisation même anglo-saxonne. La colonisation française a été une colonisation non seulement d'exploitation, mais ça a été aussi une colonisation idéologique. Et la preuve, c'est que nous avons été colonisés par les Belges, mais nous ne parlons pas leur langue. Nous ne parlons pas flamand, nous ne parlons pas les wallons, tout ça. Mais les colonies françaises, toutes les colonies françaises parlent français. Donc, la France, quand elle arrivait, elle était là, non seulement pour prendre ce qui était matière première ou autre chose, mais c'était aussi pour coloniser, avoir des partenaires. Et nous l'avons même senti aux indépendances où les hommes politiques des colonies françaises étaient mieux outillés que nous autres. Parce qu'ils participaient déjà à la vie politique française, ils étaient dans les parlements français avant même l'indépendance politique de leur pays. Alors, qu'est-ce que ça a donné comme conséquence? Ça a donné comme conséquence, c'est que les pays africains indépendants continuaient la politique française telle que ça s'est passé en France. Il y a eu deux cas de résistance. Au niveau de pays de Maghreb, il y avait l'Algérie qui avait cassé ce mouvement-là. Et au niveau de l'Afrique noire, il y avait la Guinée de Sékou Touré. Et nous connaissons le prix que ces pays-là ont payé sur le plan économique. Mais sur le reste, c'était la politique française qui continuait. D'ailleurs, la monnaie est battue en France. Tout est fait à partir de la France. Mais comme on dit dans l'histoire, chaque génération a sa mission. La mission de la génération d'aujourd'hui en Afrique, c'est de se comporter avec les Occidentaux autrement que leurs pères et grands-pères se sont comportés. Et c'est comme ça qu'a surgi en Afrique, l'ex-colonie française, une nouvelle génération qui demande aux Français comment dire, cohabitation égalitaire et que chaque pays assume sa souveraineté, que chaque pays décide pour son pays et ce n'est plus ce qu'on appelle la politique France-Africa où tout qui était fait en Afrique était télécommandé en France. Et d'ailleurs, vous avez vu dernièrement ici un de vos confrères avec les images qu'il fait passer avec M. Bourgi, avec le président Gbagbo. Vous voyez comment les choses se passaient. Et la France ne s'était pas limitée à ces pays. La France a même été, à travers certains actes du président Mobutu, jusqu'à pousser la Belgique en dehors des affaires du Congo. Hein? Et les Américains et les Français ont poussé pratiquement la Belgique en dehors des affaires du Congo, ce qui fait que, comme vous vous rappellerez, la colonie congolaise, à l'époque, elle était beaucoup plus wallonne que flamande. Les Flamands se sont retirés du Congo, ils sont allés vers d'autres cieux, tout ça, et ils ont laissé les Wallons continuer à faire la politique avec le président Mobutu. Tout ça, c'était sous l'influence de la France. Et aujourd'hui, la nouvelle génération dit non à la France, du moins dans cette cohabitation qui s'apparente au néocolonialisme. Ça paraît très fort. Alors, oui. Le Congo, dans tout ça, le Congo, il doit toujours s'interroger sur la grandeur de ce qu'il représente quand des problèmes comme ça se passent en Afrique. Vous savez, nous avons un pays qui est spécial. Il est spécial pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a une mutation dans le monde, que ce soit sur le plan technologique, que ce soit sur le plan politique, le Congo est toujours présent.
depuis le caoutchouc, depuis les minéraux, Maintenant, depuis l'Hiroshima, on parle même du lithium, lithium pour la batterie électrique. Alors, on parle de tourbières. Voilà, voilà. Le Congo a toujours été présent, mais le Congo n'a jamais été présent dans la récolte des intérêts. Jamais. Mais la jeunesse congolaise d'aujourd'hui est très alerte et avec un président comme celui que nous avons aujourd'hui, l'Occident doit faire attention et s'interroger sur ses actions vis-à-vis du Congo. Donc, le Congo va s'adapter certainement à la nouvelle donne. Non seulement le Congo va s'adapter, mais le Congo appuie cette donne-là et n'eût été, avec d'ailleurs beaucoup de respect, la retenue des hommes qui nous dirigent aujourd'hui, on aurait déjà poussé le pays à entrer dans les BRICS, dans les CC, tout ça. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, il y a quand même des gens qui disent que non. Voilà. Avec la persistance de la crise à l'Est, le Congo devrait regarder ses autres partenaires. Par exemple, vers la Russie. Vous conseillerez cela, vous? Vous savez, Frantz Fanon l'a dit, nous sommes la gâchette de la forme africaine de notre géographie. Quelqu'un qui tient la gâchette doit toujours être très prudent. Parce qu'au moindre mouvement, il déclenche. Voilà, il doit être très prudent. C'est comme ça que j'ai dit, nous saluons la prudence de nos autorités, de ne pas trop céder à la pression populaire, mais que l'Occident, que les hommes politiques occidentaux sachent, une fois de plus, que la pression populaire du Congo veut amener les dirigeants dans une direction qui n'est pas la leur. En tout cas, le message est vraiment passé. Ce qui nous amène au dernier sujet de cette rencontre. Vous savez, au mois de novembre, il y aura élection aux États-Unis. Pour la première fois, nous avons deux candidats extrêmement, en tout cas, différents. Parce que vous avez un ancien président des États-Unis, Donald Trump a été président. C'est rare qu'un homme qui a été président revienne. Il est candidat, il propose ce qu'il appelle lui-même le programme 47, mais il y a aussi Kamala Harris qui a été vice-présidente, donc tous les deux ont déjà été presque dans cette présidence-là. Ils connaissent le combat, mais en même temps, ça déchire énormément l'Amérique aujourd'hui. Vous avez suivi la plupart d'opinions. C'est comme si, avec Donald Trump, c'est une autre Amérique qui va se mettre en place. Et avec les démocrates qui restent à la Maison-Blanche, c'est une autre Amérique. Donc l'Amérique est en train de vivre une très grande séparation, mais ça c'est ce qui concerne les Américains eux-mêmes. Mais nous, les pays d'Afrique, nous, quand on tousse aux États-Unis, nous nous enrhumons au Congo, quelle peut être notre attitude dans ce qui se passe? Parce qu'au mois de janvier, vous savez que chaque fois qu'il y a eu des événements, des changements de pouvoir aux États-Unis, parfois, c'est dans la même période que nous avons connu des tragédies. N'oubliez pas, Lumumba est décédé en janvier 1961 et assassiné. C'était entre deux mandats aux États-Unis. Et puis, Laurent Désiré Kabila est décédé, assassiné, toujours entre deux mandats aux États-Unis. Je ne voudrais pas que le pays, notre pays, soit confronté à ce genre de tragédie. Alors, je voudrais vous demander vraiment à vous d'éclairer un tout petit peu l'opinion. Aujourd'hui que nous avons une jeunesse éclairante, une jeunesse assez consciente, qu'est-ce que nous pouvons dire à la population et surtout à l'élite congolaise de ce que nous devons comprendre de ce qui se passe aux États-Unis? Vous savez, M. Willy, avant de répondre à votre question, je vais vous ramener toujours vers les années 90. Vous savez, tout ce qui s'est passé dans notre pays est venu des États-Unis. Le problème avec les États-Unis, c'est que les États-Unis n'est pas un pays qui est dirigé classiquement
telle qu'on nous l'apprend dans les universités, dans les sciences politiques. Les États-Unis, c'est un pays militaire. Il est dirigé de façon militaire et avec des actions faites par des sous-traitants. Le sous-traitant du continent africain pour les États-Unis, c'est l'Europe. C'est la France, c'est la Belgique, c'est la Grande-Bretagne. Et notre pays a connu ce qu'il connaît aujourd'hui à cause de ce qui était aux États-Unis vers ces années-là. Je vais vous expliquer. M. Clinton, qui était président des États-Unis à ce moment-là, s'est lié d'amitié avec M. Kagame. De cette amitié-là est né le lien avec Tony Blair, qui était le premier ministre anglais. De cette amitié-là est née l'amitié avec Louis Michel, qui était très influent en Belgique. Je ne sais plus quelle fonction il occupait. C'est ce trio-là qui a fait la FNEL. C'est ce trio-là qui a fait Kagame. Et c'est ce trio-là qui a rendu Kagame puissant. Mais Kagame étant très malin, c'est pendant qu'il était consulté qu'il a tenu par des moyens pas toujours orthodoxes ces trois personnalités, qui fait que jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à se défaire du pouvoir des écarts de Kagame de peur qu'il révèle des choses. Qu'il révèle des choses. Donc c'est pour vous dire que ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui nous intéresse. Et je vous le dis, en tant que patriote congolais, je souhaiterais que M. Trump gagne ces élections. Pourquoi? Parce que les démocrates n'ont jamais été sincères dans leur programme avec le reste du monde. Pour les démocrates, c'est d'abord les intérêts des personnalités qui sont au pouvoir qui comptent. Tandis que pour les républicains, c'est les intérêts de l'Amérique d'abord qui comptent. Vous vous souvenez à l'époque du premier mandat de Trump. Trump disait « Laissez l'Afrique tranquille, je n'en ai que faire de l'Afrique ». Au fait, ce n'est pas qu'il n'en avait pas que faire. Il se disait que laisser ces gens diriger leur pays comme ils l'entendent, certes avec l'appui de l'Amérique, mais pas au détriment de leur peuple. Tandis que les démocrates, quand ils viennent, ils regardent leurs propres intérêts. Et ce que je vous dis est une stricte vérité, parce que si vous regardez aujourd'hui les portefeuilles familiers de tous ces messieurs que je vous ai cités, ils sont tous devenus des multimillionnaires. D'où est venu leur argent? Ce n'est pas certainement de leur rente en tant qu'homme politique des États-Unis, de la Belgique, ni du Royaume-Uni. Il y a des liens mafieux que certains démocrates entretiennent dans le monde que Trump n'accepte pas. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que il y a ce qu'on appelle une guerre spirituelle aux États-Unis entre les chrétiens et les autres qui sont dans les zones de l'ombre. Et Trump est en train de se battre contre les gens qui veulent changer le monde à leur façon. À leur façon. Et vous voyez aujourd'hui, c'est la première fois que nous voyons en France ce qui se passe avec des dirigeants qui sont ce que vous avez vu. Alors, donc si je vous comprends bien, le Congo aurait
beaucoup plus à gagner si les républicains revenaient? Le Congo a beaucoup plus à gagner, mais le Congo doit surtout faire un effort pour ne considérer ces guerres-là que comme des additifs à sa propre puissance. Il faut qu'aujourd'hui, le Congo prenne conscience qu'il ne peut se développer qu'avec l'effort des Congolais. Vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Hier, Karl Marx disait la religion, c'est l'opium du peuple. Aujourd'hui, c'est la politique, l'opium des Congolais. Malheureusement. Et comme le disait le président Mbosso, quand il était président à la tribune de l'Assemblée nationale, quitter les groupes armés. Moi, aujourd'hui, j'ai dit aux hommes d'affaires, quittez la politique. Il y a trop d'hommes d'affaires dans la politique congolaise. Et quand vous êtes à la fois Ministre et PDG, PDG entrepreneur, vous ne pourrez jamais faire la bonne politique pour la communauté. Vous ferez la politique pour vos intérêts, pour votre structure. Donc, quel que soit celui qui va gagner aux États-Unis, j'ai bien aimé votre expression, ça ne sera qu'un additif à notre propre puissance. Un additif, Donc, tout simplement. nous devons simplement travailler nous-mêmes. Nous-mêmes, la puissance viendra de l'intérieur. Et que le président aussi prenne conscience qu'il est à la fois l'artisan de cette victoire-là et qu'il peut aussi être la victime du débâcle parce que les collaborateurs ne sont que le choix du président. Quand on juge les collaborateurs, on fait des comptes, on est en train de juger le choix du président. Et c'est au président de faire les très très bons choix. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens critiquent la diaspora. La diaspora est venue, tout ça, c'est vrai. Mais vous avez vu le basculement sur le plan international, l'écoute qu'a le Congo maintenant sur le plan international dans les génocides congolais, c'est dû aux enfants de la diaspora. Ce qui n'a pas été le cas pendant les 18 ans du règne du président Kabila à l'intérieur ici. C'est l'apport qu'ils ont amené. Mais aussi, cette diaspora-là doit comprendre quand ils viennent occuper des grands postes au Congo, c'est très très difficile d'appréhender tous les paramètres. Ils doivent se faire aussi. Ils doivent se faire. Moi-même, j'ai été de la diaspora. J'ai fait toutes mes études à l'étranger, en Suisse, en France. Quand je suis arrivé au pays, je vous dis, j'ai mis 5 ans avant de faire la politique. Et pourtant, j'avais les documents, les titres académiques pour faire la politique. J'ai dit non, je dois d'abord connaître les mœurs du pays, je dois d'abord connaître le pays avant de se lancer dans la politique. Mais aujourd'hui, on peut occuper des très très grands postes, mais sans pour autant être très efficace pour la nation. Vous avez dit beaucoup de choses aujourd'hui, M. Jean-Marie Elessé. En tout cas, ça a été un moment important pour moi-même et pour le téléspectateur. Et je pense que parmi les commentaires que nous allons avoir, ils vont nous dire, mais pourquoi vous avez attendu si longtemps pour faire venir parler cet homme qui a parlé de ce pays de la manière la plus efficace, mais en tout cas, j'ai retenu que notre pays doit compter sur lui-même. J'ai retenu que nous soyons prudents dans les accords que nous prenons. N'éteignons pas le deuxième fer quand le premier, nous pensons qu'il va donner des succès. J'ai retenu aussi que le Congo et le Rwanda ne pourront jamais changer de frontières et le Rwanda ne peut pas croire qu'il peut un jour occuper ce pays. Merci beaucoup. En tout cas, moi que vous ayez un dernier mot à dire. Non, je remercie la géopolitique de m'avoir invité. Merci. Et je vous remercie aussi, M. Willy Kalengai. Et vous avez fait une carrière remarquable. Oh, merci, c'est vous. Je vous ai connu tout mince. Le temps qui nous manque pour nous mettre en forme. Mais j'apprécie que vous avez toujours cette
pertinence intellectuelle qui nous a toujours fait plaisir. Merci beaucoup, M. Jean-Marie Lessé. Ça fait longtemps. Je sais qu'il y a une vingtaine d'années déjà, je courais derrière vous au Palais du Peuple pour avoir une interview. Vous étiez pressé, mais tout ça, nous avons appris. Mesdames et messieurs, comme pour dire que ne soyez pas pressés, prenez le temps de vous former, prenez le temps d'accumuler. Et quand vous allez faire votre don à la nation, ça sera un don substantiel. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, l'expérience, on en a quand même besoin. Ce soir, nous en avons eu une démonstration. En tout cas, portez-vous bien, à la prochaine. Chemin Critique, c'est terminé. Je souhaite que vous puissiez continuer à faire des commentaires, surtout sur la page Facebook et pourquoi pas, vous pouvez nous écrire aussi sur notre compte WhatsApp, parce que nous faisons aussi un effort pour mettre à la page des nouvelles technologies. Au revoir, à la prochaine. Merci beaucoup.